un élève humilie un camarade, jusqu'à ce que son père militaire débarque à l'école chapitre 1, les ombres de l'honneur. Partie 1. Le soleil se levait sur Saint-Vivien, un village blotti au cœur de la Provence, où les champs de lavande s'étendaient comme une mer violette sous le ciel clair de mai 2025. Les rayons dorés caressaient les vignobles vallonnés, les toits de tuiles ocre des maisons en pierre, et les clochers des églises qui semblaient murmurer des prières séculaires. L'air portait le parfum entêtant des fleurs de lavande, mêlé de l'odeur chaude du pain frais sortant des boulangeries et du chant des cigales, un cœur incessant qui vibrait dans la chaleur naissante. Les habitants de Saint-Vivien, des vignerons burinés aux artisans aux mains calleuses, commençaient leur journée avec une routine immuable. Des croissants beurrés accompagnés d'un café noir, des conversations animées sur la place du marché et une fierté tranquille pour leur terre, cette terre provençale qui avait vu naître des générations. Au centre du village, le lycée Honoré de Balzac se dressait comme un bastion du savoir, ses murs de pierre ornés de lierre et ses hautes fenêtres captant la lumière matinale. L'école, nommée d'après le grand écrivain français, était un lieu où les rêves des adolescents se heurtaient aux rigueurs de l'éducation, où les amitiés se forgeaient et où les rivalités s'enflammaient. Ce matin-là, les couloirs résonnaient du brouhaha des élèves, des rires, des éclats de voix, le frottement des baskets sur le carrelage usé. Les affiches sur les murs annonçaient la prochaine fête provençale, un événement où le village célébrerait ses traditions avec des danses farandoles, des plats de ratatouille fumantes et des verres de vin rosé pétillants. Mais sous cette apparence festive, une tension couvait, une ombre qui allait bientôt éclater. Lucien Dubois, 17 ans, traversait le couloir principal du lycée avec l'assurance d'un général napoléonien. Ses cheveux châtains, soigneusement coiffés en arrière, brillaient sous les néons, et son sourire narquois attirait les regards des autres élèves. Vêtu d'un jean ajusté et d'une chemise blanche impeccablement repassée, Lucien était le genre de garçon qui semblait tout avoir, du charisme, une popularité enviable et une langue acérée capable de couper comme un sabre. Fils de Pierre Dubois, le boulanger du village dont les croissants étaient réputés jusqu'à Aix-en-Provence, Lucien portait son nom avec une arrogance qui masquait une insécurité profonde. Il était le meneur d'un petit groupe d'amis, ou plutôt de suiveurs, qui le suivaient comme une cour, riant à ses plaisanteries et imitant ses manières. Ce matin-là, Lucien avait une cible en tête. Adrien Moreau, un élève de 16 ans qui se distinguait par sa discrétion. Adrien, avec ses cheveux bruns ébouriffés et ses lunettes rondes, était l'antithèse de Lucien. Là où Lucien brillait, Adrien se fondait dans l'ombre, préférant les pages d'un livre d'histoire aux conversations bruyantes du réfectoire. Son sac à dos, alourdi par des manuels sur Napoléon et la résistance française, semblait le tirer vers le sol, et ses yeux, d'un vert pâle, évitaient souvent ceux des autres. Adrien était le fils du colonel Antoine Moreau, un officier décoré de la force aérienne française, basé à la base aérienne 115 à quelques kilomètres de Saint-Vivien. Mais il ne parlait jamais de son père, comme si son héritage militaire était un fardeau trop lourd à porter. Lucien avait remarqué Adrien dès le début de l'année scolaire. L'intelligence d'Adrien, ses réponses brillantes en cours d'histoire et la manière dont Madame Claire Lefebvre, la professeure, le félicitait, avaient attisé la jalousie de Lucien. Il voyait en Adrien une menace, un rival silencieux et qui, sans le vouloir, mettait en lumière ses propres lacunes. Lucien n'était pas un mauvais élève, mais il manquait de discipline, préférant le charme à l'effort. Et ainsi, il avait commencé à taquiner Adrien, d'abord de petites piques, des moqueries sur ses lunettes ou son silence, puis des attaques plus ciblées, orchestrées, pour attirer les rires de ses amis. Ce jour-là, Lucien avait décidé d'aller plus loin, de marquer les esprits avec une humiliation publique qui ferait de lui le roi incontesté du lycée. Le réfectoire du lycée Honoré de Balzac était un lieu vibrant, où l'odeur de la ratatouille, préparée avec des légumes,
frais du marché local, se mêlaient à celles du pain croustillant et du café servi dans des tasses en céramique. Les grandes fenêtres donnaient sur le patio, où le soleil provençal projetait des ombres dansantes sur les pavés. Les élèves, assis à des tables rondes, parlaient fort, leur voix couvrant le cliquetis des couverts. Adrien était seul, à une table près de la fenêtre, un livre ouvert devant lui, La Résistance française, héros et martyrs. Il mâchait lentement une bouchée de baguette, ses yeux parcourant les lignes, ignorant le tumulte autour de lui. Lucien entra dans le réfectoire comme un acteur montant sur scène, ses amis, Paul et Camille, à ses côtés. Paul, un garçon, une trapue aux cheveux rasés, riait bruyamment, tandis que Camille, une fille aux cheveux blonds tressés, jetait des regards complices à Lucien. Le trio repéra Adrien immédiatement, sa solitude comme un phare dans la foule. Lucien s'approcha, un verre de vin rosé, une rareté au réfectoire, réservée aux occasions spéciales, à la main. « Hé, Moreau !» lança-t-il, sa voix tranchante comme une lame. Les conversations autour s'interrompirent. Les têtes se tournèrent. Adrien leva les yeux, son visage blêmissant légèrement. « Tu lis encore tes bouquins de vieux? Pourquoi tu ne viens pas t'amuser avec nous ?» Adrien ne répondit pas, ses doigts serrant le bord de son livre. Il savait que répondre ne ferait qu'empirer les choses. Lucien, sentant son silence, comme une victoire, s'approcha plus près, son sourire s'élargissant. « Tu sais ce qu'on dit des gars comme toi ?» continua-t-il, assez fort pour que toute la salle entende. « Ils se prennent pour des héros, mais ils ne sont que des lâches. » Sans prévenir, Lucien inclina son verre, laissant le vin rosé couler sur la chemise d'Adrien, une tache écarlate s'étendant comme une blessure. Le réfectoire éclata de rire, certains élèves tapant sur les tables, d'autres murmurant, mal à l'aise. Adrien resta figé, le liquide froid trempant son torse, son visage brûlant d'humiliation. Madame Claire Lefebvre, qui surveillait le réfectoire, se précipita vers la table. « Lucien Dubois !» cria-t-elle, sa voix vibrante d'indignation. Âgée d'une quarantaine d'années, avec des cheveux auburn relevés en chignon et des lunettes à monture fine, Madame Lefebvre était respectée, mais pas crainte. « Ça suffit, au bureau du directeur maintenant !» Lucien haussa les épaules, son sourire ne vacillant pas. « C'était juste une blague, madame, » dit-il, son ton mielleux. « Adrien sait que je plaisante, pas vrai ?» Il lança un regard moqueur à Adrien, qui baissa les yeux, incapable de parler. Adrien ramassa son livre, ses mains tremblantes, et quitta le réfectoire sous les regards des autres élèves. Il courut vers la bibliothèque, un sanctuaire de silence, où les étagères débordaient de volumes reliés, et où l'odeur du vieux papier apaisait son esprit. Il s'effondra sur une chaise, le livre serré contre sa poitrine, et laissa les larmes couler. Il pensait à son père, le colonel Antoine Moreau, dont le nom était synonyme de courage dans la région. Comment pouvait-il être le fils d'un héros et se sentir si faible? Il ouvrit le livre, ses yeux tombant sur un passage sur la résistance française, sur les hommes et les femmes qui avaient défié l'occupation nazie avec rien d'autre que leur volonté. « Si seulement j'avais leur force !» murmura-t-il, sa voix brisée. Pendant ce temps, Lucien savourait sa victoire, entouré de ses amis dans le patio. Paul lui tapa dans le dos, riant. « T'as vu sa tête ?» dit-il. « T'es le patron, Lucien. » Camille, cependant, semblait moins convaincue. Ses yeux, scrutant Lucien avec une pointe de doute. « Tu ne crois pas que t'es allé trop loin ?» demanda-t-elle doucement. Lucien balaya sa remarque d'un geste. « Il l'a cherché, » dit-il. « S'il veut être respecté, qu'il arrête de se cacher derrière ses bouquins. » Mais au fond de lui, une petite voix qui l'ignorait. Souvent murmurait que Camille avait peut-être raison. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement dans le lycée. Madame Lefebvre rapporta l'affaire à monsieur Philippe Garnier, le directeur, un homme d'une cinquantaine d'années, au visage sévère et aux cheveux grisonnants. Assis dans son bureau, orné d'une reproduction de La Liberté guidant le peuple de Delacroix, Garnier écouta le récit de l'enseignante, son front plissé. « Lucien Dubois est un problème, » dit-il, tapotant un stylo sur son bureau.
mais il est malin. Il sait comment éviter les punitions sérieuses. Madame Lefebvre insista. « Ce n'est pas juste une blague, Philippe. Adrien souffre, il faut agir. » Garnier hocha la tête, promettant une réunion disciplinaire, mais il savait que discipliner Lucien, dont la famille était bien connue à Saint-Vivien, ne serait pas simple. À la boulangerie du Bois, l'odeur des croissants tout juste sortis du four emplissait l'air, mêlée à celle de la farine et du beurre fondu. Pierre Dubois, un homme robuste aux mains marquées par des années de pétrissage, travaillait derrière le comptoir, servant des clients avec un sourire fatigué. Lorsque Lucien rentra à la maison ce soir-là, Pierre remarqua immédiatement son air satisfait. « Qu'est-ce que t'as encore fait ?» demanda-t-il, essuyant ses mains sur son tablier. Lucien haussa les épaules, s'asseyant à la table de la cuisine où une assiette de ratatouille l'attendait. « Rien de spécial. Papa, juste une journée au lycée. » Pierre n'était pas dupe. Il connaissait le tempérament de son fils, son besoin de briller, de dominer. Il se souvenait de sa propre jeunesse, quand il travaillait comme apprenti boulanger, économisant chaque sou pour ouvrir sa boutique. « Lucien, dit-il, sa voix grave, la vie, ce n'est pas un jeu où tu gagnes en écrasant les autres. » Il raconta une histoire de son enfance, quand il avait défendu un camarade plus faible contre des brutes, gagnant son respect. Lucien leva les yeux au ciel, mâchant sa ratatouille sans écouter. « C'était à ton époque, papa, dit-il. Aujourd'hui, c'est différent. » Pierre soupira, son cœur lourd. Il voulait atteindre son fils, mais Lucien semblait glisser hors de sa portée. À quelques rues de là, dans une maison modeste entourée de rosiers, Adrien était assis à la table de la cuisine, face à sa mère, Sophie Moreau. Sophie, une fleuriste au sourire doux et aux cheveux châtains tressés, avait préparé des macarons à la framboise, espérant réconforter son fils. Mais Adrien, la chemise tachée de vin rangée dans un coin, fixait son assiette en silence. « Mon chéri, » dit Sophie, posant une main sur la sienne, « tu peux me parler. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Adrien secoua la tête, ses yeux humides. « Ce n'est rien, maman, » murmura-t-il. Mais Sophie voyait la douleur dans son regard, une douleur qu'aucun macaron ne pouvait apaiser. Le colonel Antoine Moreau était absent, en mission à la base aérienne 115, où il supervisait des exercices de vol. Grand, les cheveux poivres. Aisselle coupée court, Antoine était une figure imposante, son uniforme orné des insignes de la Légion d'honneur, gagné lors d'une mission périlleuse au Mali. Il rentra tard ce soir-là, ses bottes claquant sur le plancher. Sophie l'attendait dans le salon, un verre de pastis à la main. Lorsqu'elle lui raconta ce qui était arrivé à Adrien, le visage d'Antoine se durcit. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il, sa voix basse mais vibrante de colère contenue. Sophie hésita, puis prononça le nom, Lucien Dubois. Antoine serra les poings, ses yeux fixant un cadre au mur, une photo de lui recevant sa médaille. « Je vais m'en occuper, » dit-il simplement. Le lendemain matin, une assemblée était prévue au lycée pour discuter de la fête provençale. À venir, les élèves étaient rassemblés dans le patio, sous un ciel d'azur où les hirondelles dansaient. Lucien, entouré de ses amis, plaisantait bruyamment, ignorant les regards réprobateurs de certains camarades. Adrien, assis à l'écart, feuilletait son livre, essayant de se rendre invisible. Madame Lefebvre et Monsieur Garnier se tenaient sur une estrade improvisée, prêts à parler, lorsque le bruit d'une voiture attira l'attention. Une Jeep militaire s'arrêta à l'entrée du patio, ses pneus crissant sur les pavés. Le colonel Antoine Moreau en descendit, son uniforme kaki impeccable, les médailles scintillant au soleil. Un silence tomba sur l'assemblée. Les élèves et professeurs figés par sa présence. Antoine traversa le patio, ses pas mesurés, son regard fixé sur Lucien. Les amis de Lucien reculèrent, laissant leur meneur seul. « Lucien Dubois !» dit Antoine, sa voix résonnant comme un clairon. « J'ai entendu parler de ce que tu as fait à mon fils. » Lucien, pris au dépourvu, tenta garder son assurance. « Ce n'était qu'une blague, monsieur, » dit-il, un sourire nerveux aux lèvres. « Rien de grave. » Antoine s'approcha, son ombre s'étendant sur Lucien comme une menace. « Une blague ?»
répéta-t-il, son ton glacial. Verser du vin sur quelqu'un, l'humilier devant tous, c'est ça une blague. Il se tourna vers l'assemblée, sa voix s'élevant. L'honneur, c'est ce qui nous définit. Nos ancêtres ont combattu à Verdun, dans la résistance, pour la liberté. Et toi, tu crois que ridiculiser un camarade te rend fort. Les mots d'Antoine frappèrent comme des coups, chaque phrase pesant sur Lucien. Pour la première fois, il sentit son arrogance vaciller, une fissure dans le mur qu'il avait construit. Les élèves chuchotaient, certains hochant la tête, d'autres baissant les yeux. Adrien, toujours assis, leva la tête, ses yeux rencontrant ceux de son père. Une étincelle de courage s'alluma en lui, faible mais réelle. Antoine continua, son regard revenant à Lucien. « Tu apprendras ce... »« Quel honneur, dit-il, je m'en assurerai. » Il salua M. Garnier, promettant de suivre l'affaire, puis se dirigea vers Adrien, posant une main sur son épaule. « Allons-y, fiston, » dit-il doucement. Adrien se leva, suivant son père, tandis que le patio restait silencieux. L'écho, des mots d'Antoine planant dans l'air. Lucien resta immobile, le poids des regards sur lui. Paul et Camille s'approchèrent, mais il les repoussa. Pour la première fois, il se sentait exposé, vulnérable. Il pensa à son père, à ses histoires de respect, et une graine de doute germa dans son esprit. À Saint-Vivien, les préparatifs pour la fête provençale battaient leur plein, les rues décorées de guirlandes et les airs de la Marseillaise résonnant au loin. Mais pour Lucien, Adrien et le colonel Moreau, une bataille différente venait de commencer. Une bataille pour l'honneur, la vérité et peut-être la rédemption. Partie 2. Les ombres de l'honneur, le patio du lycée Honoré de Balzac, semblaient figées dans le temps, comme si les paroles du colonel Antoine Moreau avaient suspendu l'air lui-même. Les hirondelles, qui tournoyaient dans le ciel provençal, étaient les seules à oser briser le silence, leurs cris aigus contrastant avec la tension palpable. Lucien Dubois, toujours debout au centre du cercle formé par les élèves, sentait les regards peser sur lui comme des chaînes. Son sourire narquois qu'il avait si souvent tiré d'affaire s'était effacé, remplacé par une crispation qu'il ne pouvait dissimuler. Ses mains, enfoncées dans les poches de son jean, tremblaient légèrement, et il luttait pour maintenir une façade de défi. Face à lui, le colonel Moreau, droit comme un chêne, le fixait avec une intensité qui semblait percer son âme. À quelques mètres, Adrien Moreau, encore secoué, se tenait aux côtés de son père, ses lunettes embuées par l'émotion, mais une lueur nouvelle dans ses yeux, une lueur de courage naissant. Les élèves, massés autour du patio, chuchotaient, leur voix formant un murmure semblable au bruissement des feuilles de lavande dans les champs voisins. Certains, comme Paul, l'ami fidèle de Lucien, ricanaient nerveusement, cherchant à minimiser l'incident. « C'est juste un militaire qui fait son show », marmonna-t-il à Camille, qui se tenait à ses côtés, les bras croisés. Mais Camille, dont les yeux bleus scrutaient Lucien, ne répondit pas. Elle repensait à la tache de vin sur la chemise d'Adrien, à son regard brisé dans le réfectoire, et une pointe de malaise grandissait en elle. Les autres élèves étaient partagés. Certains admiraient l'autorité du colonel, d'autres ressentaient une loyauté instinctive envers Lucien, le garçon qui régnait sur les couloirs du lycée avec son charme insolent. Madame Claire Lefebvre, debout sur l'estrade, observait la scène avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Elle avait toujours cru en la justice, en la capacité des jeunes à changer, mais elle connaissait aussi la complexité des dynamiques adolescentes. Lucien était un élève difficile, mais il avait du potentiel. Un potentiel qu'il gaspillait dans des jeux de pouvoir. Quant à Adrien, elle voyait en lui une intelligence rare, une sensibilité qui, si elle était protégée, pourrait briller. Elle ajusta ses lunettes et s'approcha de M. Philippe Garnier, le directeur, qui regardait le colonel avec une admiration mêlée de nervosité. « Il faut organiser une réunion avec les parents », murmura-t-elle. Garnier hocha la tête, mais son regard restait fixé sur Antoine. « Cet homme ne plaisante pas, » dit-il à voix basse. « Ça va secouer le village. » Antoine Moreau, après avoir prononcé ces paroles,
tourna les talons, sa main toujours posée sur l'épaule d'Adrien. « Rentrons », dit-il doucement à son fils, sa voix contrastant avec la fermeté qu'il avait affichée face à Lucien. Adrien acquiesça, suivant son père vers la jeep militaire garée à l'entrée du patio. Les élèves s'écartèrent pour les laisser passer, comme une mer se divisant devant un vaisseau. Alors que la jeep s'éloignait, le bruit du moteur résonnant sur les pavés, le patio retrouva peu à peu son agitation. Mais quelque chose avait changé. Les mots du colonel, honneur, devoir, sacrifice, planaient comme une ombre, défiant. Chacun a regardé en lui-même. Lucien, resté seul, sentit une chaleur monter à ses joues. Il voulait crier, se défendre, prouver qu'il n'était pas le méchant de cette histoire. Mais les regards des autres, même ceux de ses amis, le clouaient sur place. Paul s'approcha, un sourire forcé aux lèvres. « Allez, mec, secoue-toi », dit-il. « C'était juste une blague. Ce type exagère. » Lucien hocha la tête, mais ses pensées étaient ailleurs. Il revoyait le visage d'Adrien, trempé de vin, et pour la première fois, il se demanda ce que cela faisait d'être à sa place. Camille, qui n'avait pas bougé, le fixait toujours. « Tu devrais parler à Adrien », dit-elle enfin, sa voix douce mais ferme. Lucien ricana, mais son rire sonnait faux. « Lui parler? Pourquoi faire? Il va pleurnicher chez son papa. » Camille secoua la tête et s'éloigna, laissant Lucien avec un vide qu'il ne comprenait pas. À la maison des Moreau, l'odeur des rosiers embaumait le jardin où Sophie Moreau taillait ses fleurs avec une précision d'artisan. La petite maison, avec ses volets bleus et ses murs blanchis à la chaux, était un havre de paix, un contraste avec la tempête intérieure d'Adrien. Assis dans sa chambre, il fixait le livre sur la résistance française, mais les mots dansaient devant ses yeux. Il repensait à son père, à la manière dont il avait affronté Lucien, non pas avec des cris, mais avec une dignité qui l'avait ému aux larmes. « Pourquoi je ne peux pas être comme lui ?» murmura-t-il, ses doigts traçant l'image d'un résistant, un jeune homme à peine plus âgé que lui, tenant un drapeau tricolore. Sophie entra dans la chambre, portant un plateau avec une tasse de tisane à la lavande et une assiette de macarons à la framboise. « Mon chéri, » dit-elle, s'asseyant à côté de lui, « tu n'as pas à porter le monde sur tes épaules. » Adrien esquissa un sourire, mais ses yeux restaient voilés. « Maman, tout le monde a vu ce qui s'est passé, » dit-il, sa voix tremblante. « Il pense que je suis faible. » Sophie posa une main sur la sienne, ses doigts chauds et rassurants. « Ce n'est pas ce que tu es qui compte, c'est ce que tu choisis de devenir, » dit-elle. Elle raconta une histoire de sa propre adolescence, quand elle avait été moquée pour son amour des fleurs, mais avait persévéré pour ouvrir sa boutique. Adrien écouta, la tisane réchauffant ses mains, mais une question le hantait. Comment trouver cette force? Antoine, dans le salon, ôtait son uniforme, ses mouvements précis mais lourds. Il s'assit dans un fauteuil, un verre de pastis à la main, et fixa une photo encadrée, lui recevant la Légion d'honneur après une mission au Mali où il avait sauvé son escadron sous le feu ennemi. Mais ce n'était pas la gloire qui occupait ses pensées, c'était Adrien, son fils unique, dont la douceur le touchait autant qu'elle l'inquiétait. Antoine savait ce que c'était que de se battre sur le champ de bataille, dans le cockpit d'un Mirage, face à la mort. Mais cette bataille, celle de son fils, était différente, et il se demandait s'il était équipé pour la mener. À la boulangerie du Bois, l'après-midi était animé, les clients affluant pour acheter des baguettes croustillantes et des tartes aux abricots. Pierre Dubois, derrière le comptoir, servait avec son efficacité habituelle, mais son esprit était ailleurs. Lorsque Lucien rentra, son sac jeté négligemment sur une chaise, Pierre remarqua immédiatement son air troublé. « Qu'est-ce qui se passe, fiston ?» demanda-t-il, essuyant ses mains sur son tablier. Lucien haussa les épaules, attrapant un croissant sur une étagère. « Rien, juste une journée pourrie, » marmonna-t-il. Pierre insista, sa voix plus ferme. « Ne me mens pas, Lucien. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé au lycée. » Lucien se raidit, son croissant à moitié mâché. « C'était rien, papa, dit-il, évitant le regard de son père. Juste une blague. »
Pierre s'approcha, ses yeux scrutant son fils. « Une blague ?» répéta-t-il. « Verser du vin sur un garçon? L'humilier devant tout le monde? Tu appelles ça une blague ?» Il raconta une histoire de son père, un vigneron qui avait appris à Pierre que le respect se gagne par les actes, pas par la domination. Lucien écouta à contre-cœur, ses doigts triturant le croissant. « Tu ne comprends pas, dit-il enfin. Si je ne suis pas le plus fort, je ne suis rien. » Pierre secoua la tête, son cœur lourd. « Tu te trompes, Lucien. La vraie force, c'est de se relever quand on a tort. » À Saint-Vivien, les préparatifs pour la fête provençale gagnaient en intensité. Les rues étaient décorées de guirlandes tricolores et l'odeur de la bouillabaisse, mijotant dans d'énormes marmites, flottait dans l'air. Les villageois, des artisans aux retraités, discutaient de l'incident au lycée, leurs opinions divisées. Certains voyaient Lucien comme un gamin turbulent, mais inoffensif. D'autres, surtout ceux qui connaissaient de la famille Moreau, condamnaient son comportement. Au café du village, où les hommes sirotaient du pastis sous les platanes, le colonel Moreau était au centre des conversations. « Cet homme est un héros », dit un vieux vigneron levant son verre. « Il va remettre ce gosse à sa place. » Lucien, de son côté, errait dans les ruelles, incapable de chasser les paroles du colonel. Il s'arrêta près d'un champ de lavande, l'odeur apaisante contrastant avec le tumulte de ses pensées. Il repensait à son enfance, au jour où il aidait son père à la boulangerie, pétrissant la pâte avec des mains maladroites. Il avait été heureux alors. Quand avait-il commencé à ressentir ce besoin de dominer, de prouver qu'il était meilleur? Il chassa ses pensées, mais elles revenaient insidieuses, comme le chant des cigales. Adrien, dans sa chambre, écrivait dans un carnet, un exercice que Madame Lefebvre lui avait suggéré pour canaliser ses émotions. Il décrivit la honte du réfectoire, mais aussi l'espoir que les mots de son père avaient allumé. « Je veux être fort », écrivit-il. « Pas comme Lucien, mais comme ceux qui ont combattu pour la France. » Il pensa à la résistance, à ces héros anonymes qui avaient risqué leur vie. Peut-être, se dit-il, sa bataille était différente, mais elle comptait. Le chapitre se terminait sur une note d'anticipation. La fête provençale approchait, promettant des danses, des chansons et des révélations. Lucien, Adrien et le colonel Moreau étaient désormais liés par un fil invisible, leur destin convergeant vers un affrontement qui changerait Saint-Vivien. Et au loin, les premières notes de la Marseillaise s'élevaient, portées par le vent, comme un appel à l'honneur. Partie 3. Les ombres de l'honneur, le crépuscule enveloppait Saint-Vivien d'un voile pourpre, les champs de lavande se fondant dans l'ombre, tandis que les premières étoiles perçaient le ciel provençal. Les rues du village, pavées de pierres usées par des siècles de pas, s'animait à l'approche de la fête provençale, un événement qui réunissait les habitants autour de danses, de plats fumants et de chants célébrant l'âme de la France. Les guirlandes tricolores flottaient au-dessus des places, et l'odeur de la bouillabaisse, ce ragoût de poisson riche en safran, s'échappait des cuisines, mêlée au parfum sucré des macarons et à la fraîcheur des verres de pastis servis sur les terrasses. Mais sous cette effervescence, une tension persistait, un écho des événements qui avaient secoué le lycée Honoré de Balzac. L'intervention du colonel Antoine Moreau avait allumé une mèche, et Saint-Vivien, comme une poudrière, attendait l'étincelle. Lucien Dubois marchait seul dans les ruelles, ses baskets claquant contre les pavés, son esprit un tourbillon de colère et de doute. Les paroles du colonel, l'honneur, le devoir, le sacrifice, résonnaient dans sa tête comme un tambour de guerre, refusant de s'éteindre. Il s'arrêta près de la fontaine de la place centrale, où l'eau coulait avec un murmure apaisant, réfléchissant les lumières des lampadaires. Il fixa son reflet dans l'eau, ses traits tirés, ses yeux châtains trahissant une vulnérabilité qu'il méprisait. « Je ne suis pas un monstre », murmura-t-il. Mais les mots sonnaient creux. Il repensait à Adrien, à la tache de vin sur sa chemise, au rire du réfectoire. Pour la première fois, il se demanda si son besoin de dominer n'était pas une faiblesse déguisée en force. À la boulangerie du Bois,
Pierre Dubois pétrissait la pâte pour les baguettes du lendemain, ses mains puissantes malaxant la farine avec une précision acquise au fil des décennies. La boutique, avec ses étagères en bois chargées de pain doré et de tartes aux abricots, était un refuge pour les villageois, un lieu où les conversations coulaient aussi librement que le vin rosé. Mais ce soir-là, Pierre était distrait, ses pensées tournées vers Lucien. Il avait entendu les ragots au marché, son fils, accusé d'avoir humilié un camarade, défié par un héros militaire. Pierre, qui avait grandi dans l'ombre d'un père vigneron, savait ce que signifiait lutter pour sa place. Il voulait guider Lucien, mais il craignait que son fils ne soit déjà trop loin. Lucien rentra à la maison, l'odeur du pain frais, l'enveloppant comme une étreinte. Pierre, derrière le comptoir, leva les yeux. « Tu es en retard, dit-il, sa voix neutre mais lourde de sous-entendu. Lucien haussa les épaules, attrapant une madeleine sur une étagère. « J'avais besoin d'air, marmonna-t-il, évitant le regard de son père. Pierre posa ses mains sur le comptoir, la farine blanchissant ses doigts. « Lucien, dit-il, ce qui s'est passé au lycée, ce n'est pas rien. Les gens parlent, ils disent que tu as blessé ce garçon, Moreau. » Lucien se raidit, sa madeleine à moitié mâchée. « C'était une blague, papa, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Pierre s'approcha, son regard perçant. « Une blague ?» répéta-t-il. « Faire honte à quelqu'un devant tout le monde, c'est ça que tu appelles une blague ?» Il raconta une histoire de son adolescence, quand il avait vu un ami se faire moquer pour sa pauvreté et comment il avait choisi de le défendre, gagnant un respect durable. « La force, Lucien, ce n'est pas d'écraser les autres, dit-il, c'est de les relever. » Lucien sentit une chaleur monter à ses joues, un mélange de honte et de frustration. « Tu ne comprends pas, dit-il, sa voix tremblant, si je ne suis pas le meilleur, je ne suis rien. » Pierre soupira, son cœur lourd. « Tu es mon fils, dit-il, et je sais que tu vaux plus que ça. » À la maison des Moreau, l'atmosphère était différente, empreinte d'une tendresse fragile. Sophie Moreau, dans la cuisine, préparait une ratatouille, les légumes d'été, courgettes, aubergines, poivrons, mijotant dans une cocotte en fonte. L'odeur emplissait la pièce, mêlée à celle des roses du jardin qui entraient par la fenêtre ouverte. Adrien était assis, à la table, un carnet ouvert devant lui, où il écrivait ses pensées, un exercice que Madame Lefebvre lui avait recommandé. Il décrivait la honte du réfectoire, mais aussi l'espoir que les paroles de son père avaient éveillé. « Je veux être fort », écrivit-il, « pas comme Lucien, mais comme ceux qui ont combattu pour la France. » Antoine Moreau entra dans la cuisine, son uniforme remplacé par une chemise en lin, mais son port restait celui d'un soldat. Il s'assit face à Adrien, un verre de vin rouge à la main. « Comment vas-tu, fiston ?» demanda-t-il, sa voix douce mais teintée d'inquiétude. Adrien haussa les épaules, ses lunettes glissant sur son nez. « Ça va » murmura-t-il, mais ses yeux disaient autre chose. Sophie, qui remuait la ratatouille, intervint. « Il a besoin de temps, Antoine, » dit-elle. « Ce qui s'est passé l'a blessé. » Antoine hocha la tête, ses doigts serrant. « Le verre, je vais parler au directeur, » dit-il. « Ce garçon, Lucien, doit comprendre les conséquences de ses actes. » Adrien leva les yeux, hésitant. « Papa, » dit-il, sa voix tremblante, « pourquoi tu es allé au lycée ? Tout le monde va penser que je suis faible, que j'ai besoin de toi pour me défendre. » Antoine posa son verre, son regard s'adoucissant. « Adrien, dit-il, je ne suis pas allé là-bas parce que je pense que tu es faible. J'y suis allé parce que l'honneur, c'est aussi protéger ceux qu'on aime. » Il raconta une histoire de sa carrière, une mission au Mali où il avait risqué sa vie pour sauver un camarade blessé. « La force, ce n'est pas de ne jamais avoir peur, dit-il, c'est d'agir malgré la peur. » Adrien écouta, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle. Au lycée Honoré de Balzac, les répercussions de l'incident continuaient de se faire sentir. Madame Claire Lefebvre, dans sa salle de classe, préparait une leçon sur la résistance française, mais ses pensées étaient tournées vers Adrien et Lucien. Elle croyait en la rédemption, en la capacité des jeunes à changer, mais elle savait que Lucien était un défi.
Elle convoqua Lucien après les cours, dans une salle où les murs étaient ornés de cartes historiques et de portraits de figures, un comme Jean Moulin. « Lucien, dit-elle, ajustant ses lunettes, ce que tu as fait à Adrien n'est pas acceptable, mais je crois que tu peux être meilleur. » Lucien, assis face à elle, croisa les bras, son regard défiant. « C'était juste une blague, dit-il, mais sa voix manquait de force. Madame Lefebvre secoua la tête. « Une blague ne fait pas souffrir, dit-elle. Réfléchis à ce que tu veux laisser comme trace. À Saint-Vivien, les préparatifs pour la fête provençale atteignaient leur apogée. Les villageois installaient des tables sur la place où des plats de bouillabaisse, de tapenade et de fougasse seraient servis. Les enfants répétaient une farandole, leur rire résonnant dans l'air, tandis que les musiciens accordaient leurs instruments, prêts à jouer la Marseillaise et des airs traditionnels. Mais les conversations dans les cafés et les boutiques tournaient autour de l'incident au lycée. Certains défendaient Lucien, le voyant comme un adolescent impulsif, d'autres louaient le colonel Moreau, dont la réputation de héros renforçait son autorité. Lucien, incapable de rester chez lui, se rendit à la fête, attiré par la musique et les lumières. Il s'arrêta près d'un stand de macarons où une vieille femme, Madame Rosier, lui tendit une douceur. « Tu as l'air perdu, mon garçon, » dit-elle, ses yeux plissés par les rides. Lucien haussa les épaules, mâchant le macaron, son goût de framboise explosant sur sa langue. « Je ne suis pas perdu, » dit-il, mais ces mots sonnaient faux. Madame Rosier sourit, tapotant sa main. « L'honneur, c'est un chemin difficile, » dit-elle, « mais tu le trouveras si tu le cherches. » Adrien, de son côté, hésitait à rejoindre la fête. Il craignait les regards, les murmures, mais Sophie l'encouragea. « Montre-leur qui tu es, » dit-elle, ajustant son col. Adrien hocha la tête, enfilant une chemise propre, son livre sur la résistance glissé dans son sac. Et la fête, il resta en retrait, observant les danses, mais une petite fille, tenant une guirlande tricolore, lui tendit la main. « Viens danser, » dit-elle. Adrien, surpris, la suivit. Ses pas maladroits mais sincères, et pour la première fois depuis des jours, il sourit. Le chapitre se terminait sur une note d'espoir et de tension. Lucien, Adrien et le colonel Moreau étaient liés par un destin commun, leur chemin convergeant vers la fête provençale, où des vérités seraient révélées. Les notes de la Marseillaise s'élevaient, portées par le vent, un rappel que l'honneur, comme la France elle-même, était une flamme qui ne s'éteignait jamais.